J'étais en train d'accoucher, hurlant de douleur. Ma belle-mère a dit, « Les vraies femmes ne pleurent pas comme ça. » Mon mari a approuvé, mon ex a accouché en silence. Les infirmières avaient l'air choquées. Puis mon fils de 7 ans, qui attendait dehors, a frappé et a dit, « Papa, je leur dis ce que tu as dit à maman au téléphone hier soir. » Mon mari est devenu tout blanc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais enceinte de 37 semaines, agrippant si fort les barrières du lit d'hôpital que mes jointures en devenaient blanches, lorsque ma belle-mère, Lorraine, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Les vraies femmes ne font pas autant de bruit pendant l'accouchement. » La contraction qui me déchirait le corps me donnait envie de crier encore plus fort, mais son regard glacial m'a fait me mordre la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang. Mon mari, Russell, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me soutenir en toutes circonstances, se tenait juste à côté d'elle, les bras croisés, consultant son téléphone comme si ma douleur le dérangeait. « Tu sais, bête », a-t-il dit sans même lever les yeux de son écran, Meredith a à peine fait un son quand elle a accouché. Les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un gérer ça avec autant de grâce. Peut-être que tu es juste un peu mélodramatique. Les infirmières dans la pièce ont échangé des regards choqués. L'infirmière Patricia, qui ajustait mon moniteur, a même arrêté ce qu'elle faisait pour le dévisager. La plus jeune infirmière, Amber, semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est retenue. Je pouvais lire l'incrédulité sur leurs deux visages. J'en étais là, dilaté à 7 cm, sans péridurale parce que l'anesthésiste était bloqué dans une césarienne d'urgence, et mon mari me comparait à son ex-petite amie pendant que sa mère se tenait là, hochant la tête en signe d'approbation. « Russell mérite mieux que cette comédie », ajouta Lorraine, la voix dégoulinante de mépris alors qu'elle serrait son sac à main de créateur. Quand je l'ai mis au monde, je n'ai pas émis un seul son. Pas un seul. C'est ce que font les vraies mères. Elles endurent. Une autre contraction a frappé, et cette fois, je n'ai pas pu retenir le cri qui s'est échappé de mes lèvres. La douleur était sans commune mesure avec tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était comme si tout mon corps était déchiré de l'intérieur. Des larmes coulaient sur mon visage alors que j'essayais de respirer à travers la douleur, d'essayer de trouver une position qui m'offrirait ne serait-ce qu'un instant de soulagement. Russell a carrément levé les yeux au ciel. Il a levé les yeux au ciel en regardant sa femme, qui était sur le point de donner naissance à son enfant. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Un petit coup à la porte, à peine audible par-dessus le bip des machines et ma respiration laborieuse. Puis est venue la voix qui allait tout changer. La voix innocente de mon fils de 7 ans, Timothy, de mon premier mariage. « Papa, maman. » Madame Henderson a dû partir pour son rendez-vous chez le médecin. « Est-ce que je peux entrer ?»« Non, mon grand. » a lancé Russell, sa voix passant soudainement à ce faux ton joyeux qu'il utilisait en présence d'autres personnes. « Attends dehors encore quelques minutes. Maman est occupée en ce moment. »« Mais papa !» La voix de Timothy était insistante, traversant la porte avec la détermination que seul un enfant de 7 ans pouvait rassembler. « Est-ce que je dois leur raconter ce que tu as dit à maman au téléphone hier soir? À propos du papier que tu veux qu'elle signe? Tu as dit que c'était vraiment important et qu'elle devait le faire juste après la naissance du bébé. » La pièce est devenue complètement silencieuse, à l'exception du bip régulier du moniteur fœtal et de ma respiration haletante. J'ai vu le visage de Russell passer de l'agacement à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La terreur pure et absolue. La couleur a quitté sa peau si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Son téléphone lui a glissé des mains et a heurté le sol en linoléum. L'expression suffisante de Lorraine s'est figée, la bouche légèrement ouverte alors qu'elle se tournait pour fixer son fils. « Quel papier ?» ai-je réussi à demander entre 2 respirations saccadées, ma main se posant instinctivement sur mon ventre alors qu'une autre contraction commençait à monter. La bouche de Russell s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'en est sorti. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, mon mari, ce beau parleur qui avait toujours une réponse à tout, était complètement sans voix. Ses yeux allaient de moi à sa mère, puis à la porte, où notre fils de 7 ans attendait, détenant la clé d'un secret qui allait détruire tout ce que je pensais savoir sur mon mariage. Je m'appelle Bethany, et à 35 ans, je pensais avoir enfin trouvé mon bonheur. Après le décès de mon premier mari, Michael, dans un accident de voiture alors que Timothy n'avait que 2 ans, j'ai passé des années à me concentrer uniquement sur mon rôle de mère et à travailler à temps partiel dans notre bibliothèque locale à Columbus, en Ohio. Les jours étaient calmes, remplis de séances de contes pour les tout-petits et d'aide aux personnes âgées pour trouver des romans policiers en gros caractères. Ce n'était pas glamour, mais c'était paisible. Et après le chaos de la perte de Michael,
La paix était tout ce que je voulais. Puis Russell est entré dans ma vie lors d'une réunion du club de lecture communautaire à la bibliothèque. C'était un jeudi soir de septembre, et nous discutions d'un thriller quelconque lorsque cet homme bien habillé, dans un costume parfaitement repassé, est entré avec 20 minutes de retard, s'excusant profusément avec un sourire qui aurait pu vendre de la glace à des Esquimaux. Il travaillait dans la vente d'assurance, a-t-il expliqué, et sa réunion s'était prolongée. La façon dont il a capté l'attention de la salle aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais la solitude a une façon de faire passer les signaux d'alarme pour de simples excentricités. Il m'a courtisé avec une intensité digne des films romantiques. Des fleurs livrées à la bibliothèque tous les vendredis. Des déjeuners surprises où il arrivait avec les nuggets de poulet préférés de Timothy en plus de ma salade. Des excursions au zoo le week-end où il portait Timothy sur ses épaules pendant des heures sans se plaindre. Mon fils, qui était si renfermé depuis la mort de son père, a recommencé à rire. Il a commencé à appeler Russell « Papa » après seulement 6 mois. Et j'ai senti mon cœur brisé commencer à guérir. « Tu nous as sauvés », ai-je dit à Russell le soir où il m'a demandé en mariage, exactement 1 an après notre rencontre. Nous étions dans le même restaurant que pour notre premier rendez-vous, et Timothy était chez ma voisine, Madame Henderson. Timothy et moi ne faisions qu'exister avant que tu n'arrives. « Toi aussi, tu m'as sauvé », a dit Russell en glissant la bague à mon doigt. C'était un diamant énorme, bien plus gros que tout ce que j'aurais choisi pour moi-même. Célibataire à 37 ans, vivant dans un appartement exigu, sans véritable but dans la vie. Tu m'as donné une famille, Beth. Une raison d'être meilleur. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard lors d'une petite cérémonie. Russell a insisté pour tout payer, même si j'ai essayé de lui expliquer que j'avais de l'argent de côté grâce à l'assurance vie de Michael. Sa mère, Lorraine, est venue de Floride pour le mariage. Et bien qu'elle m'ait semblé froide lors de notre première rencontre, Russell m'a assuré qu'elle avait juste besoin de temps pour s'habituer aux gens. Maman est protectrice, a-t-il expliqué. Je suis son fils unique, et après ce que Diane m'a fait, elle est méfiante envers les nouvelles personnes dans ma vie. Diane était l'ex-femme de Russell qui l'aurait quitté pour un riche promoteur immobilier, lui brisant le cœur et prenant la moitié de ses économies dans le divorce. Il n'a parlé d'elle que 2 fois, les 2 fois après quelques verres, et je pouvais voir à quel point la trahison le blessait encore. Je me suis promis de ne jamais lui causer ce genre de douleur. Le sujet des enfants est venu immédiatement après notre lune de miel. Russell voulait un bébé tout de suite, ce qui m'a surprise car il avait été si bon avec Timothy. Je pensais que nous attendrions 1 an ou 2, pour laisser à Timothy le temps de s'adapter officiellement à un beau-père. Mais Russell était insistant. « J'aime Timothy comme mon propre fils », a-t-il dit un soir alors que nous étions au lit, sa main sur mon ventre. Mais j'ai besoin d'un enfant de mon propre sang, Beth. Quelqu'un qui porte mon ADN, l'héritage de ma famille. Peux-tu comprendre ça? Je voulais dire que Timothy était sa famille maintenant, que le sang ne devrait pas avoir d'importance. Mais le regard désespéré dans ses yeux m'a arrêté. Cet homme avait accepté une veuve et son fils sans hésitation. Le moins que je puisse faire était de lui donner un enfant biologique. Nous avons commencé à essayer immédiatement et je suis tombée enceinte en 3 mois. C'est à ce moment-là que Lorraine a annoncé qu'elle emménageait temporairement. Son appartement en Floride était en rénovation, a-t-elle prétendu, et les hôtels étaient si impersonnels. Russell n'en a même pas discuté avec moi au préalable. Il est juste rentré un jour et a dit que sa mère resterait dans notre chambre d'amis pendant quelques mois. Elle pourra aider avec Timothy pendant que tu gères les nausées matinales, a-t-il dit comme si c'était déjà décidé. Les nausées matinales étaient terribles, durant bien au-delà du premier trimestre. Pendant que je me penchais au-dessus des toilettes, Lorraine se tenait dans l'embrasure de la porte, secouant la tête et marmonnant à propos de « constitution fragile ». Elle avait une histoire pour tout, et toute semblait impliquer à quel point l'ex-petite amie de Russell, Meredith, avait été meilleure en tout. Meredith préparait du jus frais pour Russell chaque matin, même quand elle était enceinte de 8 mois, disait Lorraine, alors que je luttais pour garder un morceau de pain grillé. Elle courait 5 km par jour jusqu'à la semaine précédant l'accouchement. Certaines femmes sont simplement faites différemment, je suppose. Russell ne m'a jamais défendu lors de ces comparaisons. Il se contentait de hausser les épaules et de changer de sujet, me laissant me demander s'il était secrètement d'accord avec les évaluations de sa mère. La première contraction a commencé à 2 heures du matin, un mardi de fin mars. J'ai réveillé Russell doucement, essayant de ne pas trop le déranger car il se plaignait toujours de perdre du sommeil. Il a grogné et a mis un oreiller sur sa tête quand je lui ai dit que c'était le moment.
20 minutes plus tard, alors que les contractions venaient toutes les 8 minutes, j'ai dû pratiquement le traîner hors du lit. Ça ne peut pas attendre demain matin, a-t-il grommelé en consultant son téléphone. J'ai la présentation de la police d'assurance Henderson à 9 heures. C'est un compte de 50 000 $, bête. Je l'ai regardé, incrédule, alors qu'une autre contraction s'emparait de mon corps. Russell, le bébé arrive. Ton enfant va naître aujourd'hui. Il a soupiré de façon théâtrale en enfilant ses vêtements, marmonnant sur le mauvais timing et sur le fait que Meredith avait accouché un week-end, comme une personne prévenante. J'ai serré les dents, me concentrant sur ma respiration pendant que nous réveillions Timothy et le déposions chez Madame Henderson, notre voisine. Russell l'a rappelé vers midi pour qu'elle amène Timothy à l'hôpital, disant que le garçon devrait être là à l'arrivée de son frère ou de sa sœur, bien que je soupçonne qu'il ne voulait tout simplement pas payer Madame Henderson pour une journée complète de babysitting. À 15 heures, j'étais en travail actif dans la chambre 302 de l'hôpital Riverside Methodist, et la douleur dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. La péridurale que j'avais soigneusement planifiée n'était pas possible car le seul anesthésiste de service s'occupait d'une césarienne d'urgence au bout du couloir. Chaque contraction donnait l'impression que ma colonne vertébrale était broyée dans un étau pendant que quelqu'un mettait le feu à mes entrailles. Les sympathiques exercices de respiration des cours prénataux étaient inutiles contre un tel niveau d'agonie. L'infirmière Patricia, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, a vérifié ma dilatation pour ce qui semblait être la 100e fois. 7 cm. Ma chérie, tu te débrouilles très bien. L'anesthésiste devrait bientôt être libre. S'il vous plaît, ai-je haleté, agrippant les barrières du lit alors qu'une autre vague de douleur déferlait sur moi. Je ne peux pas tenir beaucoup plus longtemps sans quelque chose contre la douleur. C'est à ce moment-là que Lorraine a décidé de partager son expertise. Elle était assise dans le fauteuil du coin depuis 1 heure, envoyant des SMS sur son téléphone et émettant occasionnellement des sons de désapprobation. Maintenant, elle se levait, rajustait son blazer coûteux et se dirigeait vers le pied de mon lit, son sac à main de créateur toujours accroché à son coude comme si elle était à une réunion d'affaires plutôt que dans une salle d'accouchement. « Tu sais, Bethany, j'ai accouché de Russell sans aucun médicament », a-t-elle annoncé, sa voix portant ce ton supérieur que j'avais appris à détester au cours des derniers mois. Je n'ai pas fait un seul bruit pendant tout le processus. Les infirmières ont dit qu'elles n'avaient jamais rien vu de tel. C'est ce que font les vraies femmes. Nous endurons en silence. J'étais en pleine contraction, des larmes coulant sur mon visage, la sueur trempant la blouse d'hôpital. « Lorraine, s'il te plaît. Ça n'aide pas en ce moment. »« Oh, arrête ton cinéma », a-t-elle interrompu, agitant sa main manucurée d'un air dédaigneux. « Tu fais peur aux infirmières avec tous ces cris et ces histoires. C'est embarrassant, franchement. » L'infirmière Amber, une jeune femme qui ajustait ma perfusion, s'est figé la main sur le tube. Ses yeux se sont écarquillés en regardant entre Lorraine et moi, clairement choquée par ce qu'elle entendait. Même l'infirmière Patricia a arrêté d'écrire sur mon dossier pour dévisager ma belle-mère. Russell a finalement levé les yeux de son téléphone, où il parcourait ses emails depuis 1 heure. Elle a raison, bête. Quand Meredith a eu notre bébé, elle a à peine fait un son. Les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un gérer le travail avec autant de grâce. Elle faisait des postures de yoga entre les contractions. Peut-être que si tu étais restée plus active pendant la grossesse, comme je te l'avais suggéré, ce serait plus facile. Votre femme est en travail actif sans analgésique, a déclaré fermement l'infirmière Patricia, son attitude professionnelle se fissurant légèrement. Chaque femme vit le travail différemment, et il n'y a aucune honte à exprimer la douleur. Certaines femmes sont simplement plus fortes, l'a coupé Lorraine avec un sourire condescendant. Mon Russell mérite une femme qui peut gérer les défis de la vie sans s'effondrer et faire une scène. Ce n'est qu'un accouchement, pas une tragédie. Une autre contraction a frappé, plus forte qu'avant, et je n'ai pas pu m'empêcher de crier. La douleur irradiait de mon dos à travers tout mon corps, et j'avais l'impression d'être déchiré en deux. Russell a carrément levé les yeux au ciel et a laissé échapper un soupir agacé, comme si je l'importunais avec ma souffrance. Peut-être aurions-nous dû avoir le bébé au centre de naissance que Meredith a utilisé, a-t-il dit à sa mère, sans même essayer de baisser la voix. Là-bas, ils enseignent aux femmes les bonnes techniques de respiration et comment garder son sang-froid. Ici, c'est juste le chaos. C'est alors que nous avons entendu le petit coup à la porte. 3 coups légers qui ont cuit réussi à percer toute la tension dans la pièce. Tout le monde s'est tourné vers le son alors que la petite voix de Timothy appelait depuis le couloir. « Papa, maman.
Madame Henderson a dû partir pour son rendez-vous chez le médecin. L'infirmière à l'accueil a dit que vous étiez dans la chambre 302. Est-ce que je peux entrer? Non, mon grand, a répondu Russell, sa voix passant soudainement à ce ton faux et joyeux qu'il utilisait quand nous étions entourés d'autres personnes. C'était complètement différent de la voix dégoûtée qu'il avait utilisée avec moi quelques instants auparavant. Attends dehors encore quelques minutes, d'accord? Maman est occupée à avoir le bébé. Mais papa, la voix de Timothy était insistante, de la manière dont elle le devenait quand il avait quelque chose d'important à dire. Est-ce que je dois leur parler de ce que tu as dit à maman au téléphone hier soir, à propos du papier que tu veux qu'elle signe? Tu as dit que c'était très important et qu'elle devait le faire juste après la naissance du bébé. La pièce est devenue complètement silencieuse, à l'exception de ma respiration laborieuse et du bip régulier du moniteur fœtal. J'ai vu le visage de Russell se transformer d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. La couleur a quitté sa peau si vite qu'on aurait dit qu'il allait s'évanouir. Son téléphone lui a glissé de la main et a heurté le sol en linoléum, l'écran se fissurant sous l'impact. Même l'expression suffisante de Lorraine a vacillé, ses yeux se tournant vers son fils avec une inquiétude évidente. « Quel papier ?» ai-je réussi à demander entre deux contractions, me redressant légèrement sur le lit malgré la douleur qui me parcourait le corps. « Ce n'est rien, » a dit Russell rapidement, se précipitant presque vers la porte. Sa voix était montée d'une octave et de la sueur perlait sur son front. Timothy est confus. Tu sais comment les enfants mélangent les choses. Il m'a probablement entendu parler de paperasse d'assurance pour le bébé. Non, je ne suis pas confus, a crié Timothy, sa voix prenant ce ton têtu que je connaissais si bien. Tu étais dans le garage en train de parler au téléphone, papa. Tu ne savais pas que j'étais là pour prendre mon vélo et le ranger comme tu l'avais demandé. Tu as dit, elle le signera juste après l'accouchement, quand elle sera épuisée. Elle ne le lira même pas. Alors la maison sera à mon nom seul, et maman pourra nous aider à investir les fonds propres comme nous l'avions prévu. Mon sang se glaça malgré la sueur qui couvrait mon corps. La maison? Ma maison? Celle que j'avais achetée avec l'argent de l'assurance vie de Michael. Celle à laquelle j'avais bêtement ajouté le nom de Russell après notre mariage, mais que j'avais principalement gardée à mon nom parce que quelque chose au fond de moi m'avait dit de la protéger. Ma tante avait insisté sur cette petite protection, et j'avais pensé qu'elle était paranoïaque. Le visage de Lorraine s'est durci, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Russell, de quoi parle cet enfant ?» Mais quelque chose dans sa voix me disait qu'elle savait exactement de quoi Timothy parlait. L'infirmière Patricia m'a regardé avec une profonde inquiétude, s'approchant de mon chevet. « Madame Bethany, êtes-vous au courant de documents que votre mari veut vous faire signer ?» Mon esprit s'emballa malgré la douleur qui me torturait. Tout a commencé à s'emboîter comme les pièces d'un puzzle que j'avais été trop aveugle pour voir. L'insistance de Russell pour avoir un bébé immédiatement après notre mariage. La visite prolongée et opportune de sa mère. La façon dont il posait des questions subtiles sur le refinancement de la maison depuis un mois, disant que nous pourrions obtenir de meilleurs taux. « Timothy » ai-je appelé, ma voix plus forte maintenant malgré une autre contraction qui montait. « Qu'est-ce que papa a dit d'autre au téléphone ?» Russell s'est jeté sur la poignée de la porte. « C'est ridicule. Le garçon ne comprend pas les conversations d'adultes. Il a 7 ans, pour l'amour de Dieu. » Je comprends plein de choses. La voix de Timothy était maintenant pleine de défis, et je pouvais imaginer son petit visage plissé de détermination. Tu as aussi dit qu'une fois que maman aurait signé, toi et grand-mère Lorraine pourriez utiliser l'argent de la maison pour votre nouvelle entreprise, et que Meredith arrêterait d'appeler à propos de l'argent que tu lui dois. Tu as dit 40 000 $ 3 fois, et tu avais l'air vraiment en colère à ce sujet. L'infirmière Amber a littéralement eu un hoquet. La main de l'infirmière Patricia s'est déplacée vers le téléphone dans sa poche. J'ai senti une autre contraction monter, mais la rage prenait le dessus sur la douleur, me donnant une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Tu as aussi dit quelque chose à propos de quelqu'un nommé Diane, a poursuivi Timothy, sa voix portant clairement à travers la porte. Tu as dit à la personne au téléphone que toi et grand-mère Lorraine aviez fait la même chose à Diane, et que ça avait parfaitement fonctionné, mais que Meredith était trop intelligente et ne mettrait ton nom sur rien. La pièce a explosé. Russell a essayé d'ouvrir la porte, mais l'infirmière Patricia s'est placée devant lui avec une rapidité surprenante pour son âge. « Monsieur, je pense que vous devez rester exactement où vous êtes et expliquer cela à votre femme. » Le visage de Russell s'est tordu de panique alors qu'il essayait de passer devant l'infirmière Patricia, mais elle a tenu bon, ses 20 ans d'expérience dans la gestion de situations difficiles en salle d'accouchement se lisant dans sa posture stable.
Monsieur, vous devez vous calmer tout de suite ou j'appelle la sécurité. C'est de la folie, a crié Russell, son sang-froid si soigneusement entretenu se brisant enfin complètement. Vous allez croire un gamin de 7 ans plus tôt que moi. Il ne sait pas ce qu'il a entendu. Je sais exactement ce que j'ai entendu, la voix de Timothy est parvenue, forte et claire, à travers la porte. Tu as dit que maman était trop confiante et que c'est pour ça que ça marcherait. Tu as dit qu'elle était comme Diane, toujours à vouloir croire le meilleur chez les gens. Et grand-mère Lorraine a ri et a dit que la 3e fois serait la bonne. Lorraine a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Nous n'avons pas à écouter ces absurdités. Russell, nous partons. En fait, vous n'allez nulle part, a dit l'infirmière Patricia en sortant son téléphone. J'appelle la sécurité et l'administration. Cela ressemble à une tentative de fraude. Et étant donné que Madame Bethany est en plein travail et potentiellement sur le point d'être contrainte de signer des documents sous la contrainte, nous avons le devoir de protéger notre patiente. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Russell s'est brisée alors qu'il se tournait vers moi. Beth, bébé, tu sais que je t'aime. Le gamin est confus. Je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Dis-leur. Parle-leur de nous, de notre histoire d'amour. Je l'ai regardé à travers les larmes qui coulaient sur mon visage. Mais ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes de fureur, de chagrin et de la réalisation écrasante que tout avait été un mensonge. Notre histoire d'amour? Tu veux dire celle où tu as ciblé une veuve avec l'argent d'une assurance vie et une maison payée? Maman, a appelé Timothy à travers la porte. Je peux entrer maintenant? J'ai peur. Laissez-le entrer, ai-je dit à l'infirmière Amber, qui a regardé l'infirmière Patricia pour confirmation. Juste le garçon, a dit fermement l'infirmière Patricia, barrant toujours le passage à Russell. Vous deux, restez là. La porte s'est ouverte juste assez pour que Timothy se faufile, et il a couru directement à mon chevet. Ses yeux étaient grands d'inquiétude, et il serrait son iPad que Madame Henderson lui avait donné pour s'occuper. Maman, ça va? J'ai fait quelque chose de mal? J'ai tendu la main et j'ai touché son visage. Ce courageux petit garçon qui venait de nous sauver de la ruine financière. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, mon chéri. Tu te souviens de ce que je t'ai appris sur les secrets? Il a hoché la tête solennellement. Tu as dit que si quelqu'un me demande de garder un secret qui pourrait blesser quelqu'un, je dois le dire à un adulte de confiance. Et papa qui dit à quelqu'un au téléphone comment te piéger, ça pourrait te blesser, alors je devais le dire. 40 000 $, ai-je dit, regardant directement Russell. C'est ce que tu dois à Meredith. Pourquoi exactement? La bouche de Russell s'est ouverte et fermée, mais Lorraine a répondu pour lui. Cette croqueuse de diamants n'a aucun droit sur cet argent. Russell l'a investi de bonne foi dans une opportunité d'affaires qui n'a pas abouti. Une opportunité d'affaires, ai-je répété lentement. Comme celle dans laquelle vous vouliez investir les fonds propres de ma maison. La sécurité est arrivée à ce moment-là. 2 grands hommes en uniforme qui ont pris position près de Russell et Lorraine. L'infirmière Patricia les a rapidement mis au courant de la situation tandis que l'infirmière Amber appelait l'administratrice de garde. En quelques minutes, la pièce était pleine de personnel hospitalier, tous concentrés sur notre protection, à moi et à mes enfants. Je les veux dehors, ai-je dit entre les dents alors qu'une autre contraction frappait. Tous les deux. Ils ne sont pas autorisés dans cette pièce, près de moi ou de mes enfants. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon enfant, a crié Russell, essayant de s'avancer à nouveau, mais la sécurité l'a retenu. Je suis le père. J'ai des droits. Vous avez le droit d'attendre dans le hall ou de quitter les lieux, l'a informé l'administratrice, une femme sévère nommée Madame Chen. La patiente a le droit de refuser les visiteurs. Et étant donné ce que nous venons d'entendre, je vous suggère fortement de contacter un avocat au lieu de faire une scène. C'est un malentendu, a dit Lorraine, sa voix prenant un ton suppliant. Bethany, ma chère, tu souffres. Tu ne penses pas clairement. Russell t'aime. Nous sommes une famille. La famille ne complote pas pour voler des maisons, ai-je réussi à dire entre 2 respirations haletantes. La famille ne te compare pas à des ex-petites amies pendant que tu es en train d'accoucher. La famille n'attend pas que tu sois au plus vulnérable pour frapper. La sécurité les a escortés tous les 2 dehors. Russell criait des menaces de garde et de procès tandis que Lorraine sifflait sur les femmes ingrates qui ne connaissaient pas leur place. Leurs voix se sont estompées dans le couloir alors qu'une autre contraction frappait. Mais cette fois, Timothy m'a tenu la main et m'a dit que j'étais la maman la plus courageuse du monde entier. 2 heures plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille en bonne santé, avec Timothy me tenant la main tout le temps.
Il n'a jamais lâché, pas une seule fois, même quand les choses sont devenues intenses. L'infirmière Patricia est restée 3 heures après la fin de son service pour s'assurer que j'allais bien. Et l'infirmière Amber a apporté à Timothy des jus de fruits et des biscuits de la salle du personnel, le traitant comme le héros qu'il était. Quand ma fille est enfin arrivée, criant et parfaite, Timothy a été le premier à remarquer qu'elle avait ses yeux. Elle a les mêmes yeux que moi, maman, a-t-il dit, la voix pleine d'émerveillement. Est-ce que ça veut dire qu'elle est vraiment ma sœur, même si Russell est son papa? Elle est absolument ta sœur, lui ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage alors que je la tenais pour la première fois. Le sang ne détermine pas la famille. C'est l'amour qui le fait. Et tu vas être le meilleur grand frère du monde. Russell a tenté de revenir ce soir-là vers 20h. J'ai entendu sa voix dans le couloir, jouant son numéro de charme, racontant à qui voulait l'entendre que sa femme avait des problèmes émotionnels post-partum et avait mal compris une conversation sur le refinancement. Il est venu avec des fleurs, des roses chères qui coûtaient probablement $100, et un ours en peluche pour le bébé. La sécurité l'a renvoyé au poste des infirmières. J'avais spécifiquement demandé qu'il ne soit autorisé nulle part près de nous, et l'hôpital a pris cela très au sérieux. Lorraine m'a envoyé un SMS 1 heure plus tard, me traitant de dramatique, d'ingrate et de myope. Elle a dit que je regretterais cela quand j'élèverais 2 enfants seuls, qu'aucun homme ne voudrait d'une femme avec 2 enfants de pères différents, et que je jetais ma seule chance d'avoir une famille complète. Je l'ai lu une fois, je l'ai montré à l'administratrice à des fins de documentation, puis j'ai bloqué son numéro depuis mon lit d'hôpital tout en allaitant ma fille. Le lendemain matin, ma cousine Angela, qui travaillait comme avocate spécialisée en divorce à Cleveland, est descendue avec une mallette pleine de documents. Elle est arrivée à cette heure précise, encore en pyjama sous son manteau car elle était partie dès que je l'avais appelée. Nous avons déposé des ordonnances de protection d'urgence ce jour-là depuis ma chambre d'hôpital, et elle a immédiatement entamé la procédure de divorce. Combien de fois a-t-il fait ça avant ? Lui ai-je demandé alors qu'elle examinait les informations que Timothy avait entendues. Angela a levé les yeux de son ordinateur portable où elle faisait des recherches. J'ai retrouvé Diane Thompson. Elle a perdu sa maison en 2018, mais avait trop honte pour porter plainte. Elle pensait être amoureuse. Et Meredith Crawford a été plus intelligente. Elle n'a jamais ajouté son nom à quoi que ce soit, c'est pourquoi il est passé à toi. Les $40 000. Meredith a confirmé qu'il l'avait convaincu d'investir dans une entreprise qui n'a jamais existé. Elle essaie de récupérer son argent depuis 2 ans. Avec ton témoignage et la déclaration de Timothy, elle pourrait enfin avoir un dossier solide. Timothy était assis à côté de moi sur le lit d'hôpital, touchant doucement les petits doigts de sa sœur pendant qu'elle dormait. Il m'a regardé avec ses yeux sérieux qui en avaient trop vu pour un enfant de 7 ans. « Maman, est-ce qu'on va s'en sortir sans Russell ?» Je l'ai serré plus fort contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux. Ce précieux garçon qui nous avait sauvés. On s'en sortait bien avant lui, mon cœur, et on s'en sortira encore mieux maintenant. On s'a l'un l'autre. Et maintenant, on a aussi Grace. C'est comme ça que je l'ai appelée, Grace. Parce que c'est la grâce qui nous a sauvés. Livré sous la forme d'un garçon de 7 ans qui savait distinguer le bien du mal. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Russell n'a rien obtenu. La maison est restée la mienne, et il a été condamné à payer une pension alimentaire pour Grace, même si je savais que je n'en verrais probablement jamais un centime. Diane s'est manifestée après avoir entendu parler de mon cas, et avec Meredith, nous avons porté des accusations de fraude criminelle. Russell et Lorraine ont été arrêtés 2 semaines avant le premier Noël de Grace. Lorraine a essayé de me contacter une fois par l'intermédiaire d'une connaissance commune, affirmant qu'elle n'était pas au courant du plan de Russell, qu'elle était aussi une victime. Mais Timothy se souvenait d'autre chose de cet appel téléphonique. Quelque chose qu'il a dit plus tard au détective. Il avait entendu grand-mère Lorraine en arrière-plan dire « La 3e fois sera la bonne, et celle-ci a plus d'argent que les 2 autres réunies. » L'univers a une drôle de façon de nous protéger parfois. La mienne est venue sous la forme d'un garçon de 7 ans qui savait que certains secrets sont faits pour être racontés. Que prendre la parole pour quelqu'un qui ne peut pas se protéger est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Grace a 2 ans maintenant et Timothy en a 9. Il est le meilleur grand frère que l'on puisse souhaiter. Et chaque soir, quand je le borde, je lui rappelle que son courage a sauvé notre famille. Les vraies femmes ne restent pas silencieuses lorsqu'elles souffrent, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Les vraies femmes protègent leurs enfants et elles-mêmes. Et parfois, cette protection vient de la plus petite et de la plus courageuse des voix dans la pièce. La vraie force ne consiste pas à souffrir en silence.
Elle consiste à savoir quand rugir. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément pour moi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes chaque semaine.